Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres de ce mercredi 4 octobre. Le prince Albert II sur les traces de ses ancêtres. Le souverain est actuellement en déplacement dans le sud de l'Italie, en Calabre. Nous reviendrons dans quelques instants sur les temps forts de cette visite. Comment expliquer les derniers records de température? Quelles conséquences sur notre planète? La climatologue Françoise Vimeux, également directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, décryptera la situation pour nous. C'est la première chose qui attire l'œil d'un consommateur. L'emballage ne cesse de se réinventer. Il se met même au vert. Vous découvrirez les dernières tendances dévoilées au salon Luxpack. L'Aigle à deux têtes de Jean Cocteau reprend vie sur grand écran. Une version restaurée a été projetée ce mardi, montrant le travail colossal réalisé, à découvrir dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur un établissement qui porte le nom d'un lieu d'évasion. Le Mayabé fête cette année ses 15 ans. Nous avons poussé les portes de ce restaurant pour connaître les recettes de son succès. Nous ouvrons donc ce journal avec le déplacement du prince Albert II en Calabre, une visite qui entre dans le cadre de ses déplacements réguliers dans les territoires liés historiquement à sa famille. Ce n'est pas la première fois que le souverain se rend dans cette région italienne qui entretient un riche passé avec la principauté. Bonsoir Christine Datomel, vous êtes sur place pour Monaco Info. Oui, et c'est en Italie du Sud que nous retrouvons aujourd'hui le prince souverain à Tauria Nova, plus précisément, petite commune située dans une ancienne province italienne puisqu'elle se trouve près de Reggio de Calabre, petite ville côtière située dans le sud de l'Italie, séparée de la Sicile par le détroit de Messine. Dès son arrivée, le prince Albert II a été accueilli par le maire de Tauria Nova et par l'ensemble des autorités pour dévoiler le panneau signalétique d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco à l'entrée de la ville. Et c'est sous les applaudissements des habitants et les cris de joie des enfants que le souverain a ensuite visité la commune, a dévoilé la plaque commémorant sa venue et a reçu des mains du maire la citoyenneté d'honneur de la ville. Une ville qui, par le passé, a appartenu à l'ensemble territorial acheté en 1574 par Battista Grimaldi. Les Grimaldi de Tauria Nova, comme ceux de Terranova, comme ceux de Gerace, de Cittànova, de Molochio, que le prince avait évoqué l'année dernière lors de son deuxième voyage en Calabre, remontent à une branche des Grimaldi de Gênes, évidemment, qui au XVIe siècle s'est positionnée dans le royaume de Naples, a acheté un certain nombre de seigneuries, un nombre certain, j'allais dire, qui ont permis au roi de leur donner le titre de prince de Gerace. Donc on est sur la même origine que celle que le prince a évoquée l'année dernière, donc lors de son voyage de 2022. I legami sono veramente molto forti perché questo era un feudo della famiglia Grimaldi e tra altre cose anche nello stemma del comune è riportato il fusato bianco e rosso che richiama il simbolo del Principato, che è nello stemma del Principato, quindi la bandiera del Principato. Quindi è un legame molto forte perché c'è stata una parte della famiglia che è vissuta qui in questo territorio per tanti anni e a noi fa molto piacere rinsaldare questo legame storico con la famiglia Grimaldi et chiaramente oggi la visita del principe è stato per noi un motivo di grande felicità. Le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco, qui maintenant a une dizaine d'années en France et en Italie, s'enrichit, je dirais, chaque année de nouvelles communes parce que le prince élargit le spectre des critères qui lient la principauté, sa famille, à un certain nombre de collectivités en France et en Italie essentiellement, ce qui permet d'agrandir cette grande famille, cette plus grande principauté, à travers donc les manifestations que l'on connaît bien aujourd'hui, qui sont bien installées dans le paysage monégasque, comme les rencontres des sites historiques Grimaldi chaque mois de juin. Lors de cette visite, le souverain a également pu découvrir le palais Contestabile, site historique de la commune. Et en fin de journée, dans un jardin empli d'oliviers, le souverain a pu découvrir la gastronomie calabraise grâce à une dégustation de produits locaux organisée en son honneur. À cette occasion d'ailleurs, Gaëtan Lucci, le photographe du palais princier, a reçu la citoyenneté d'honneur de Molochio, sa ville de naissance. Puis à la nuit tombée, le prince souverain a convié l'ensemble des maires des communes calabraises affiliées au site historique Grimaldi à un dîner à Castella dei Dei à San Giorgio Morghetto pour les remercier pour leur accueil toujours des plus chaleureux.
Merci Crescinda et nous reviendrons demain sur la suite du déplacement du prince Albert II en Calabre. Ouvrons à présent une page consacrée à l'environnement. La médiathèque de Monaco organise ce jeudi une conférence sur les bénéfices et les dangers des matières plastiques. Plusieurs questions seront posées comme pourquoi et comment les plastiques polluent-ils les océans et quels sont leurs impacts sur notre planète. Patrick Navarre de l'association Science pour tous tentera d'y répondre. Sachez qu'il sera également notre invité demain. La planète qui est en surchauffe, 25 degrés aujourd'hui au meilleur moment de la journée, l'été n'en finit pas et la météo ne cesse de battre des records. Le mois de septembre n'a jamais été aussi chaud et cette tendance se confirme en octobre. Comment expliquer ce phénomène et quelles conséquences sur notre climat? Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, est avec nous pour décrypter la situation. Bonsoir Françoise Vimeux. Bonsoir. L'été le plus chaud jamais mesuré en France, record également de chaleur au mois de septembre. Météo France annonçait dimanche dernier que le seuil des 35 degrés avait été localement franchi, fait rarissime en octobre. Comment expliquer ces températures bien au-dessus des normales de saison ? Alors, ces températures élevées, à la fois au cœur de l'été et pendant le mois de septembre, on les explique très bien avec le changement climatique. On s'attend exactement à ce type de chaleur, non seulement pendant les mois de juillet-août, mais on s'attend aussi à avoir des chaleurs tardives au mois de septembre, et même, comme on le voit en ce moment, début octobre. Et donc, ça n'est pas surprenant pour nous de battre des records de température. Notre climat n'est plus statique ? Notre climat évolue, il a toujours évolué. En revanche, là, on a un climat qui évolue au-delà du rythme de la variabilité naturelle que l'on connaît, que l'on a reconstruit par le passé. Et ce qui est étonnant, là, sur ce que l'on voit, par exemple, au mois de septembre, c'est qu'on bat des records, mais qu'on les bat vraiment de très loin, à la fois en France, mais aussi, je dirais, partout à la surface de notre planète. Oui, c'est clairement toute la planète qui est en surchauffe. Oui, alors le mois de septembre, vous l'avez dit, c'est le mois de septembre le plus chaud qu'on ait connu en France, mais c'est aussi le mois de septembre le plus chaud que l'on connaît à la surface de notre planète, avec des écarts à la normale qui sont vraiment importants. Et on a eu cet été sera certainement l'été le plus chaud que l'on connaîtra au niveau global. On a eu des vagues de chaleur en Chine, sur le sud de l'Europe, mais aussi au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Et forcément, ces fortes températures ont des conséquences sur notre planète. Alors, elles ont des conséquences à la fois sur les sociétés humaines et sur les écosystèmes. Sur les sociétés humaines, ce sont des conséquences d'abord sur notre santé. On sait que les vagues de chaleur, par exemple, sont vraiment délétères pour les personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires. On a vu, par exemple, des décès pendant les vendanges aussi, dus à des très fortes chaleurs. On sait que les vagues de chaleur associées à la sécheresse sont aussi très difficiles pour le secteur de l'agriculture. Et puis, pour les écosystèmes, eh bien, par exemple, la vague de chaleur tardive que l'on a connue en septembre vient perturber le cycle de vie des végétaux. Vous l'avez dit, la cause, c'est le changement climatique. Il s'intensifie et se généralise à toute la planète. Alors le changement climatique, le réchauffement climatique, il se poursuit, il ne s'accélère pas forcément. En revanche, les impacts de ce réchauffement climatique s'intensifient et se généralisent. Et on sait que le changement climatique va venir exacerber les événements extrêmes comme les vagues de chaleur. Elles vont devenir plus fréquentes, plus intenses. Et puis surtout, on va assister à une sorte d'allongement de la saison estivale avec des températures qu'on connaissait auparavant uniquement au cœur de l'été, qui vont arriver potentiellement au mois de mai, au mois de juin, mais aussi au mois de septembre, voire au mois d'octobre. On parle de la température de l'air, mais la température des mers et des océans a elle aussi augmenté. On se baigne encore ici dans la mer Méditerranée au mois d'octobre. Oui, alors ça concerne malheureusement pas que la mer Méditerranée. Quand on regarde tous les océans de l'hémisphère nord cet été, on a eu des températures records, en particulier dans l'océan Atlantique, dans l'océan Pacifique aussi, mais ça c'est dû au phénomène El Niño qui s'est développé en début d'été. Mais là, on a vraiment des températures que l'on n'avait jamais vues auparavant dans l'ensemble des océans de notre planète. Et l'impact va jusqu'en Arctique et en Antarctique. Alors en Antarctique, ce que l'on voit effectivement, c'est qu'on a un minimum sur la banquise de mer qui est un vrai minimum, un vrai record. On est très loin des records précédents, et donc on a une glace de mer qui est affectée par les fortes chaleurs de l'océan.
Françoise Vimeux, on essaie forcément de se projeter sur le long terme. Vers quelle tendance allons-nous? Et est-il possible de stopper ces événements extrêmes? Alors aujourd'hui, on est sur des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui nous emmènent vers un réchauffement global de l'ordre de 2 degrés en 2050. Ça veut dire pour le territoire hexagonal de l'ordre de 3 degrés. 3 degrés, c'est en moyenne annuelle. Ça veut dire des étés en moyenne 4 degrés plus chauds par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça veut dire par exemple que l'été 2022, l'été de l'an passé qui était exceptionnel pour nous, sera en fait un été tout à fait normal en 2050 et un été plutôt frais en 2100. Alors, bien sûr, on ne peut pas décider du climat pour les années à venir. Il est déterminé par les émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, mais on peut stabiliser la température au cours de la deuxième partie du XXIe siècle si on atteint ce qu'on appelle le net zéro émission, c'est-à-dire on n'émet plus de gaz à effet de serre. Un thème qui sera grandement abordé lors de la prochaine COP28 qui aura lieu à Dubaï, fin novembre, début décembre. Merci infiniment, Françoise Vimeux, d'avoir décrypté cette situation avec nous. Merci. Et face à ces fortes chaleurs, toutes les solutions sont bonnes pour réduire les températures des bâtiments. La technique du cool roofing est par exemple une méthode qui se répand de plus en plus. Elle consiste à peindre les toits avec une peinture blanche spécifique. Cette stratégie écologique permet ainsi de limiter la surchauffe des surfaces et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le musée océanographique a franchi le pas en mai dernier. Quels sont les avantages de cet investissement? Justin Hadel et Olivier Bonello ont rencontré Serge Gobi, chef de service à l'Institut océanographique et référent des actions éco-responsables. L'avantage, il est vraiment de réduire notre impact environnemental. Le musée, comme vous devez le savoir, est un vaste bâtiment qui fait 5000 m². Et on a vraiment à cœur de réduire notre impact énergétique et de coller justement aux ambitions du gouvernement princier à ce niveau-là. Et donc de ne pas trop chauffer le bâtiment en période d'été et de réduire justement notre consommation d'énergie pour le refroidissement de nos espaces. Toute la difficulté qu'on a eue et qu'ont nos équipes techniques, c'est de choisir justement un revêtement qui arrive à refléter la lumière du soleil, mais qui permette de ne pas trop gêner le passage de nos 650 000 visiteurs qui viennent tous les jours. Donc en fait, on pourrait faire beaucoup plus réfléchissant et aller beaucoup plus loin dans le concept. On ne l'a pas fait parce qu'effectivement c'est un espace public et où nos visiteurs aiment se promener, flâner, profiter de la mer. Et donc voilà, on a trouvé le bon dosage à ce niveau-là pour ne pas occasionner de gêne, mais pour quand même réduire notre impact environnemental. On y gagne déjà en confort. Si le toit était peint de manière, je dirais, foncée, il serait très peu praticable. On ne pourrait pas forcément y marcher et ça serait très désagréable. L'objectif n'est pas forcément de baisser notre facture de refroidissement des locaux, même si ça a une importance quand même, mais c'est surtout de baisser nos émissions de gaz à effet de serre et je pense qu'en principauté, on a vraiment tous à cœur de le faire. Les problématiques environnementales, un sujet qui mobilise également les acteurs de l'emballage. Les dernières tendances ont été présentées dernièrement au salon Luxpack au Grimaldi Forum. Le reportage d'Émilie Flamin et Alex Avial. C'est la première chose que l'on remarque quand on achète un produit, le packaging. En verre, en carton ou même en plastique, il existe une multitude de matériaux, mais le maître mot aujourd'hui, c'est la recyclabilité. Nous, on a inventé un nouveau pot dont l'objectif il est vraiment de rendre la rechargeabilité efficace. C'est qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont rechargeables mais ils ne sont pas rechargés. Donc nous, on a inventé une nouvelle gestuelle de soins qui fait qu'on peut poser ses doigts sur la recharge et avoir finalement une vraie gestuelle fluide qui colle plus avec les codes de la beauté que ces produits très mécaniques. Donc on a créé un nouveau produit qu'on produit en Bourgogne, donc made in France, et on sera sur un produit qui sera recyclable en fin de vie. Soucieux de l'écologie, les 450 exposants du Luxpack cherchent sans cesse à innover pour créer des packagings toujours plus éco-responsables. Le but aujourd'hui, c'est de réussir à continuer à faire des emballages qui soient différenciants, remarquables, créatifs, tout en étant éco-responsables. Le luxe est un laboratoire finalement de l'éco-conception, il se doit d'être exemplaire. C'est particulièrement moteur sur l'éco-conception et aujourd'hui on a une accélération absolument catégorique de tous les secteurs, quel que soit le type d'emballage, personne n'y passe. Pour cette 35e édition, le salon ouvre ses portes à une nouvelle catégorie, la Luxe Home, destinée à l'univers de la maison. Ça devient très important, ça devient un secteur qui est grandissant et avec une demande grandissante. Et donc au moins les clients qui viennent ici peuvent trouver à la fois des verriers, à la fois des parfumeurs, à la fois des fabricants d'étiquettes ou d'allumettes
qui pourraient sublimer leur projet de senteur d'intérieur. Durant les 3 jours, le salon a accueilli environ 10 000 visiteurs. Dans un tout autre domaine, le Conseil national a célébré mardi le 75e anniversaire de l'adhésion de Monaco à l'Union interparlementaire. À cette occasion, de nombreux élus des mandatures d'hier et d'aujourd'hui étaient présents. Fabrice Notari, président de la Commission des relations extérieures, nous en dit plus. Il est au micro d'Émilie Terrasson. C'est un événement très particulier, puisque ça fait 75 ans que Monaco a adhéré donc à l'Union interparlementaire, UIP, et qui est donc la plus ancienne des institutions, créée en 1889. C'est un peu l'équivalent, on va dire, de l'ONU pour les gouvernements. Ça, l'UIP, c'est pour les parlements. Donc nous avons voulu célébrer un petit peu tous les conseillers nationaux qui pouvaient venir ce soir, parce que l'histoire est longue, bien sûr, et donc ça permet effectivement de se retrouver d'une manière un peu plus décontractée que d'habitude, dans un cadre un peu plus festif, et toutes tendances confondues. L'objectif de l'UIP, c'est effectivement de permettre à tous les pays de se rencontrer. Il y a 179 pays qui sont membres, et 14 pays observateurs. C'est le Parlement des parlements, si on peut dire, puisque chaque pays envoie des délégations de parlementaires pour siéger dans ce Parlement des parlements et débattre de tous les sujets. En basket, 5e victoire d'affilée pour la Roca Team en championnat. Elle a dominé Dijon 88-74 mardi soir à la salle Gaston Médecin. Grâce à ce succès, les Monégasques restent invaincus en Betclic Elite. Cap désormais sur l'Euroleague. Monaco se déplace à Valence ce vendredi pour le premier match de la saison régulière de cette grande compétition européenne. Pour rappel, les joueurs de Sacha Obradovic avaient atteint le Final Four l'an dernier. Mettons à l'honneur à présent le travail de restauration réalisé notamment par TF1 Studio, Pathé et la Cinémathèque française en partenariat avec l'Institut audiovisuel de Monaco. Un travail à la fois minutieux et saisissant sur le film de Jean Cocteau, L'Aigle à 2 têtes, pour offrir une version en 4K. Elle a été projetée mardi soir au Théâtre des Variétés en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et des partenaires de la restauration. Le reportage d'Émilie Flamin et Alex Avial. C'est le fruit de 6 mois de travail et d'une quinzaine de personnes. L'Aigle à 2 têtes de Jean Cocteau reprend vie sur le grand écran après un travail de restauration colossal. Il se trouve que le négatif n'existe plus et on s'est rabattu sur 2 interpositifs noir et blanc en nitrate de cellulose qui ont été nos sources de travail. On a eu ces 2 sources qu'on a numérisées, qu'on a réparées mécaniquement à la main pour ensuite pouvoir numériser ces 2 éléments. Et ensuite on a recomposé le film à partir du meilleur de chacune des 2 sources. Et c'est ensuite suivi 2 grandes étapes qui sont l'étalonnage, qui est une étape où on va travailler sur la densité et les contrastes du film. Et le but de cette étape, c'est de retrouver le look d'origine du film, de restituer le film tel qu'il était à l'époque lorsqu'il est sorti en 1948. Et la seconde étape a été la restauration numérique à la palette graphique. Il était important pour TF1 Studio et Pathé d'impulser la restauration du film datant de 1947. Jean Cocteau est peut-être aujourd'hui moins connu qu'il n'était il y a même 30 ou 40 ans. Alors que le voir dans ces conditions-là, c'est redécouvrir tout l'art de ce qui est quand même un des maîtres du cinéma français de cette époque. Numériser un film, c'est lui sauver la vie. Et lui sauver la vie et lui permettre d'être rediffusé dans des conditions optimales, en le restaurant en passant. Donc ça, c'est la raison purement technique, mais c'est indispensable. Sinon, les films meurent, les pellicules meurent. Prochaine étape pour l'Aigle à 2 têtes, la Cinémathèque française le 15 novembre, dans un cycle dédié à son auteur, Jean Cocteau. Et notez le prochain rendez-vous de l'Institut audiovisuel de Monaco le mardi 17 octobre avec la projection de Lettres d'amour de Kinuyo Tanaka. Il porte le nom d'un lieu d'évasion en Thaïlande. Le Maya Bay fête cette année ses 15 ans. Yannick de Beuvert et Alban Gingembre ont poussé les portes de ce restaurant monégasque pour connaître les recettes de son succès. C'est un petit bout d'Asie niché entre building et Méditerranée. Le Maya Bay est un restaurant semi-gastronomique qui vous transporte dès le premier pas dans une atmosphère unique. Unique par sa proposition entre cuisine thaïlandaise et japonaise. Unique par sa diversité avec 180 plats proposés à la carte des entrées au dessert. Unique, enfin, par sa générosité qui est ici bien loin d'être un ennemi du luxe. On a une cuisine thaïlandaise, une cuisine japonaise, faite par des Thaïlandais et des Japonais. Aujourd'hui, c'est
Vous avez une personne de Thaïlande qui va cuisiner chez elle, avec toute sa culture, toute sa richesse, toute son éducation. Mais en fait, ce qu'elle fait chez elle, elle le transpose au mayabé. Et en fait, on restitue cette passion dans les assiettes et les clients en profitent. Le mayabé fête ses 15 ans en ce moment et la notoriété de l'établissement s'est faite de manière très progressive. Énorme succès à Monaco, le groupe mayabé s'étend désormais dans le monde. Avant de viser les États-Unis pour 2025, un hôtel va ouvrir à Courchevel dans les prochains mois et c'est loin d'être le seul nouveau du groupe. Le sens du détail, le sens de l'émotion, puisqu'on veut créer une émotion à chaque fois, dans chaque moment qu'un client vient dans nos restaurants. On l'exporte aujourd'hui. On a commencé avec Dubaï, où on a été élu meilleur restaurant asiatique de Dubaï. On a ouvert au Monténégro il y a 2 mois. On va ouvrir à Doha, on va ouvrir à Mykonos dans le One and Only. On va ouvrir à Londres. Voilà. Donc la marque s'étend, mais tout ça est parti d'ici, d'une simple passion. Véritable success story symbolique du prestige Made in Monaco. Le groupe mayabé s'étend à vitesse grand V et a même investi un laboratoire à Fontvieille. L'objectif, créer ses propres mochis, ce dessert typique japonais si compliqué à maîtriser. Avant de refermer ce journal, ce message de prévention du gouvernement princier qui alerte sur des appels téléphoniques malveillants. Une arnaque bien ficelée où des interlocuteurs se présentent comme étant des policiers ou des avocats et font croire à leurs victimes qu'un membre de leur famille a été impliqué dans un grave accident de la circulation. Ils demandent de réunir une somme importante d'argent afin de mettre fin aux supposées poursuites judiciaires. Il est donc conseillé de ne pas donner suite à ces appels frauduleux. Plus d'informations sur le site officiel du gouvernement princier. Un coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric Hélion. Quelle est la tendance pour la journée de jeudi? Les journées se suivent et se ressemblent, Émilie. Toujours aucun risque de pluie, du beau temps et un ciel dégagé la plupart du temps, malgré quelques épisodes nuageux. Côté température, 20 degrés sont prévus le matin et 24 l'après-midi. Jeudi 5 octobre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux fleurs et Faustine. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nos photos de fin de JT font écho ce soir à la Journée mondiale des animaux que nous célébrons en ce mercredi 4 octobre. Passez une très belle soirée et à demain 19h pour une nouvelle édition.